Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces journées et la Société des Amis d'Alain Testard pour leur invitation à communiquer. C'est un double honneur, premièrement celui de parler d'Alain Testard évidemment et de son œuvre, mais aussi celui d'intervenir avec autant de grands noms. Je tiens aussi à remercier la bourse doctorale en ethnologie Louise Béran et Olivier Toussaint qui m'ont permis de financer mon terrain de thèse. Je tiens à faire une remarque sur mon texte en soi, parce que comme moi j'ai adapté le texte, disons, aux lycéens, à un public large, j'ai essayé d'une approche un peu, comment dire, montrer qu'est-ce qu'on peut faire des ouvrages, de ce qu'on y trouve, comment on peut essayer de poser des théories, utiliser ce que Alain Testard propose. Donc voilà, j'ai fait un texte assez ouvert, assez... Donc voilà, désolé si c'est pas assez technique. Donc je suis donc ici pour présenter de façon critique l'ouvrage intitulé Des dons et des dieux, dans sa version de 2006 donc. Ce qui pour ce livre a une grande importance, je vais y revenir. Je souhaite commencer par présenter le livre en lui-même et sa construction. Il est divisé en deux grandes parties qui peuvent être lues individuellement et une conclusion qui demande, elle, la lecture de l'ensemble de l'ouvrage pour être comprise. Nous trouvons avec ce livre l'une des grandes forces que je trouve à Alain Testard et dont on a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, c'est-à-dire sa volonté d'accessibilité et de praticité pour les chercheurs notamment. Le livre est réellement construit et pensé, selon moi, pour que le lecteur puisse trouver ce dont il a besoin, sans avoir à lire tout le livre, si cela ne lui semble pas pertinent, et de ne se pencher par exemple que sur le don, ou que sur la première partie qui est plus axée sur la religion. Le format est sinon somme toute classique. Il faut noter par contre, et je trouve que c'est une grande force, la quasi-absence de l'utilisation des notes de bas de page, seulement 13 dans l'entièreté du livre. C'est une vraie grande force. Je viens de lire un autre ouvrage où chaque page, c'est à moitié des notes de bas de page. À chaque phrase, on y revient. Pour des lecteurs qui ne sont pas habitués, ça rend les ouvrages vraiment très compliqués à lire. Ici, je trouve qu'Alain Testard, et je crois que c'est assez courant dans ses livres, use très très peu des notes de bas de page, rend la lecture beaucoup plus fluide et c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui est en soi peu fréquent dans les littératures dites scientifiques et donc contribue selon moi à rendre la lecture plus dynamique, plus fluide. Alain Testard prend même le temps de préciser que certains passages vont être très techniques et que le lecteur peu familier à ces termes, à ces usages, qui ne lit le livre que pour découvrir, peut donc ne pas s'obliger à les lire. Je trouve que c'est aussi une démarche intéressante. C'est des petites parties, mais il va préciser, cette partie est très technique, ça a déjà été bien illustré, ce n'est qu'un bonus, ne vous forcez pas à le lire si vous ne vous sentez pas l'envie de le faire. Cet ouvrage a de plus un plan et un découpage extrêmement clairs, et est selon moi une lecture vraiment intéressante pour tous. Dès le début, Testard prend le temps de présenter très clairement le déroulé du livre et ses 3 points d'appui. Il va les utiliser dans les 3 parties, toujours de façon séparée mais connectée. De plus, la grande force de ce livre est, comme je l'ai dit dans le titre, sa capacité à venir faire réinterroger des évidences. Toute personne souhaitant s'intéresser à nos filières devrait selon moi s'intéresser à cet ouvrage qui permet de vraiment comprendre à quel point un décentrement est nécessaire, à quel point les concepts qui nous paraissent si familiers doivent être réinterrogés, à quel point les évidences aussi. J'ai conscience que cela a été maintes fois répété, mais il ne faut absolument pas sous-estimer l'importance de ce propos, il me semble, et j'insiste donc dessus. Il faut enfin noter que le choix de la version est pour cet ouvrage donc vraiment importante, 1993 ou 2006. En effet, la deuxième partie du livre, surtout le chapitre 7, a été quasiment intégralement réécrite dans la deuxième version du fait que Alain Testard a publié entre-temps l'un des ouvrages que Madame l'écrivain a présenté avec, je ne sais plus qui d'autre l'a présenté, la critique du don. Donc Alain Testard a écrit la critique du don entre 1993 et 2006 et a donc complètement repensé le chapitre sur le don de façon bien plus critique vis-à-vis de Mose et bien plus construite aussi. Mais les deux, je trouve qu'il faut lire les deux versions en fait. On voit l'évolution, ça apporte beaucoup de choses. Donc, pour parler de la première partie, cet ouvrage dans sa globalité essaie de montrer comment l'on peut étudier la forme de la société par le prisme de la religion ou de la forme de ses échanges, et notamment son rapport au don, mais aussi les limites de cette façon d'aborder le problème. Mais il porte avant tout, et cela dans les 2 parties, sur les formes de don. Don entre humain et non humain dans la première partie par le biais d'une religion, et don entre humains dans la deuxième. Pour ce faire, 3 exemples sont pris dans 3 aires culturelles différentes que je vous ai présentées ici, 3 sociétés bien définies et choisies tant pour leurs points communs que leurs différences, qui seront, elles, justement développées au fur et à mesure des pages dans le cœur du texte. Les Indiens d'Amérique avec le potlatch, éminemment connus pour la prédominance du don, les tribus d'Asie du Sud-Est, et notamment les Kachin de Birmanie, pour illustrer l'échange généralisé, le don des femmes, comme il était appelé avant mais que M. Testard remet en cause, et enfin les aborigènes d'Australie,
qui serviront ce que j'ai envie de définir qui serviront à faire ce que j'ai envie de définir comme un produit de contraste, tant leurs spécificités viennent réinterroger toutes les évidences qui peuvent être émises. Leur point commun est que ce sont des sociétés sans État, sans écriture, dites primitives et relevant du champ de l'ethnologie classique, comme le circonscrit Testard, page 13 en avant-propos. Ce qui me semble plus intéressant, et ce sur quoi je veux appuyer, est que Alain Testard prend vraiment le temps de développer et de définir les concepts qu'il utilise. Ainsi, dans cette première partie sont abordées la religion et la différence de ces rites avec ceux du quotidien par le principe de causalité ou d'efficacité, jusqu'à donner une définition de la religion comme un ensemble organisé de rites et de croyances qui suppose la reconnaissance d'un principe d'efficacité qui structure sa vision du monde et en même temps donne un sens à ses rites. Testard a conscience de la... comment on appelle ça ? De la boucle que crée cette définition. La religion se définit par elle-même. En même temps, la chimie se définit aussi par elle-même. Donc c'est le cas de beaucoup de termes. Il en connaît les faiblesses, mais il a au moins le courage de déjà poser une base, quoi. Il définit ensuite le concept de Dieu en expliquant qu'il possède tout simplement une puissance qui excède toujours largement celle des hommes. Cela lui permet alors une transition vers le concept de sacrifice, comme j'en présente un ici. Il explique alors quelque chose de très important, les trois termes du sacrifice. Un sacrifiant, que vous voyez, donc je ne sais pas si ça pointe, que vous voyez ici, des sacrifiés, bon là il n'y a qu'un seul sacrifié, il est là, le pauvre, et des bénéficiaires qui ne sont donc pas eux, qui sont toujours une entité supérieure. On sacrifie ici la chèvre aux génies qui doivent venir en aide à ces deux patients. Les bénéficiaires ne sont pas les patients, c'est bien les entités qui sont supérieures. Mais aussi que l'on ne peut sacrifier qu'un inférieur, qu'un dépendant. Ici, une chèvre, on ne sacrifie pas un animal sauvage, on ne sacrifie pas un cerf, on ne sacrifie pas un renard, on sacrifie un œuf, une poule, une chèvre, un mouton, un bœuf, mais on sacrifie toujours un dépendant ou un esclave. Il me semble important de souligner que Testard prend vraiment le temps de bien circonscrire les concepts, comme je l'ai dit, c'est vraiment important, ce qui peut sembler évident, venant apporter un relief critique, mais surtout une dimension scientifique supplémentaire à l'anthropologie, en essayant de minimiser les aléas de l'utilisation de certains mots fourre-tout, comme par exemple donner. Nous y reviendrons. Ce faisant, il propose des ensembles de termes bien définis permettant au mieux d'exprimer ce que nous observons et de ne plus être dans l'approximation du quotidien. Un peu à la façon de André Leroi-Gourhan avec L'homme et la matière, mais pour les mots. Il le dit lui-même dans L'esclave, la dette et le pouvoir, étude de sociologie comparative en 2001 à la page 8, et que ce qui est souligné par Laurent Barry, Madame Valérie l'écrivain, Christophe Mardellet et M. Bernard Moiseau dans Alain Testard 1945-2013 d'ailleurs et l'avant dans L'Homme, on s'étonne parfois de ce que j'attache tant d'importance aux questions de définition, je m'étonne quant à moi de ce qu'on leur en attache si peu. Je ne peux être plus d'accord avec ces mots de M. Alain Testard. Il aborde aussi dans cette première partie la thématique de la tromperie, de la supercherie, des sociétés initiatiques qui savent très bien que les entités auxquelles elles sont censées faire appel n'existent pas, et que tout ça ne sont que des histoires de bonnes femmes qu'il faut entretenir. Je le cite, J'ai bien du mal avec ce point de vue, même quand je le rencontre chez M. Alain Testard. Il faut savoir que c'est un point de vue que je rencontre beaucoup dans les écrits qui sont relatifs à mon terrain, et j'ai été extrêmement surpris de le rencontrer chez M. Testard. Car même les évidences qu'il pose restent pour moi elles aussi à réinterroger. Tout d'abord, il prend ici uniquement l'exemple le plus extrême, celui des peuples aborigènes d'Australie, qui est ce que l'on peut appeler un état limite, qui, tout en étant un excellent exemple de son point de vue, effectivement, du fait de l'aveu par les aborigènes eux-mêmes de la non-existence des entités surnaturelles, cet exemple vient aussi souligner, dans le même temps, le paradoxe le plus poussé, car malgré leur non-existence, les aborigènes disent eux-mêmes que ne pas y croire provoquerait leur disparition. Mais M. Testard ne résout pas du tout ce paradoxe, il nous laisse sur ce paradoxe, comme beaucoup d'auteurs. Et c'est un débat que je retrouve donc aussi parmi les chercheurs qui travaillent sur mathématiques. Et peut-on, moi la question que je pose, c'est peut-on dépenser autant d'énergie, d'argent, parfois sacrifier des vies pour une supercherie à laquelle personne ne croit ? Comme l'a dit M. Moiseau ce matin, dois-je rappeler la violence des initiations des aborigènes d'Australie qui se subincises et qui refont pour certains des subincisions tout au cours de leur vie ? Nous ne clôturerons pas la question aujourd'hui, j'en ai conscience, mais je souhaite apporter un fort contraste aux propos tenus par Alain Testard sur ce sujet dans cet ouvrage. Pour ce qui est de l'exemple qu'il donne avec Duramulum, une entité dont on avoue aux nouveaux initiés qu'il n'existe pas, je pense qu'il aurait été pour moi plus important de souligner que Duramulum me semble être une entité qui sert à détourner l'attention. Pendant qu'on parle de Duramulum, on n'est pas en train de parler des Tchurunga. Tchurunga qui sont, eux, par contre, extrêmement importants et qui sont les objets qui comptent vraiment,
qui sont eux entretenus en cachette, discrètement. Je demande seulement par là, pour quelles raisons font-ils tout ça s'ils n'y croient pas? Testard dit qu'il ne semble pas que les commentateurs occidentaux en aient tiré toutes les leçons qui s'imposent. Mais je doute que celle-ci soit que les aborigènes pensent qu'il n'y a rien en quoi croire. L'existence même des Churunga, donc, montre bien la matérialité de leurs croyances. En tous les cas, mes observations sur mon terrain ne peuvent que me faire contraster ce propos. Si je me réfère au Muiri, dont je vous montre des images au fur et à mesure, un génie tutélaire dont la société porte le même nom, qui sert à punir les auteurs de fautes ou de crimes, c'était le juge, encore actuellement il est utilisé, mais à l'époque c'était vraiment avec le Muiri qu'on faisait régner la loi et qu'on punissait les fauteurs de troubles. On retrouve le même débat donc avec ce génie tutélaire, puisque, excusez-moi, en effet lors de l'initiation, il est aussi expliqué aux initiés que le Muiri n'existe pas, qu'il n'est pas présent. Alors que, comme je vous l'ai montré sur la photo d'avant, les non-initiés, on leur dit qu'il ne faut surtout pas aller dans cette zone-là, parce que c'est là qu'est le Muiri, c'est là qu'il est en train de dormir en attendant l'initiation. De là, les auteurs ont sauté dans la brèche pour signaler l'hypocrisie des initiés. Je cite, le mensonge du Muiri, mais aussi des femmes, tout le monde faisant semblant d'y croire. Or, quelle que soit la classe sociale de la personne, je n'ai jamais rencontré de Gabonaises ou de Gabonais qui ne craignent pas qu'on invoque le Muiri en cas de faute. Comment alors une entité auquel personne ne croit pourrait faire respecter les règles et régner l'ordre? Je pose encore une fois la question. Je pense qu'il y a ici un amalgame entre la révélation de la non-existence de cette entité sur un plan physique. Effectivement, le Muiri n'existe pas, on ne peut pas le voir devant nous comme on peut voir un crocodile. Cependant, l'entité existe bien sur un plan des esprits, sur un plan immatériel, et possède un pouvoir qui excède largement celui des hommes, pour citer Alain Testard. Encore une fois, Testard prend pour illustrer son propos uniquement le cas limite des aborigènes d'Australie, ce que je trouve ici être un raccourci discutable, mais qui a l'avantage d'ouvrir le débat. Ce chapitre, donc, pour clôturer, sert donc à deux choses. Tout d'abord, définir le terme de religion et ce qui le suit, c'est-à-dire Dieu et les sacrifices, et enfin à présenter les trois sociétés afin d'éclairer des concepts comme le sacrifice et le don, notamment à travers plusieurs exemples. C'est un exemple d'installation où sont assis deux génies. Et donc, ils ne sont pas là. On ne va pas vous dire qu'ils sont là, mais en même temps, on vous dit qu'ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils participent aux soins. Cette deuxième partie est-elle exclusivement réservée à l'étude du don, mais entre humains, et non plus donc avec des entités non humaines qui sous-entendaient la nécessité de l'existence de structures qui dépassent l'individu, ou plutôt la communauté, afin que le don puisse être effectué. Bien sûr, au vu de l'ampleur des systèmes d'échange actuels, cette phrase est à prendre avec du recul. Cependant, un don peut toujours, selon moi, je pense, avoir lieu entre deux individus humains sans intervention de l'État, par exemple. Alors qu'il me semble que le type d'échange présenté dans la première partie entre humains et non humains nécessite toujours une structure supérieure à celle de l'individu, les religions donc. Il explique alors que l'utilisation du terme d'obligation par Mauss est faussée, car les dons sont bel et bien libres, et même si obligatoires, ils le sont sans obligation. Il passe pour ça par l'utilisation et la définition de l'exigibilité et de l'engagement. Testard définit alors trois types d'interactions, dont Valérie l'écrivain a parlé hier dans sa présentation de l'ouvrage La critique du don. Le don est par nature inexigible, tout comme le contre-don, sinon c'est autre chose. Il aborde alors l'échange au sens plus large, en général, dont l'échange marchand n'est qu'une modalité. Enfin, il présente ce qu'il appelle les traits 3T. Et là, je vais relancer un débat qu'on a eu hier. Je m'étonne de ce qu'Alain Testard ait pu se contenter de ce terme et me permet une parenthèse pour proposer celui de dédommagement. Hier, M. Salato a parlé de compensation, plutôt que celui de T3T, et souligné que je ne comprends pas pourquoi M. Testard ne l'a pas utilisé lui-même. Pourtant, cela correspond parfaitement aux exemples qu'il donne dans cet ouvrage. Alors je dis bien cet ouvrage, parce que j'ai bien compris qu'il y avait d'autres exemples dans la critique du don, et moi je me suis limité à mon ouvrage. Dans cet ouvrage, des dommages exigibles, donc il définit les T3T comme des dommages exigibles mais qui ne viennent pas d'un échange, avec l'exemple, donc dans cet ouvrage, d'un chien qui mord un passant alors en droit de réclamer une compensation des dommages, mais sans rien en retour, évidemment. C'est donc bel et bien un dédommagement. De plus, dans la version de 1993, il utilise bien la notion de dommage dans son développement. Page 83, tout dommage causé à autrui doit être réparé et engendre une obligation. Ce qui est rejoint en 2006 et remplacé par les T3T, donc avec l'exemple du chien qui mord. Ou celui du cerf à son seigneur, qui est bien un dédommagement en retour d'une protection. Les impôts actuels étant aussi, on pourrait, en tirant un peu le fil, une sorte de dédommagement pour les services rendus par l'État. Le dernier exemple, pourtant, me porte à penser que l'ensemble créé par Alain Testard sous les T3T est peut-être un peu trop large en soi et devrait lui-même être scindé. Le terme dédommagement me semble couvrir une partie des propositions et il faudrait alors trouver un quatrième terme pour recouvrir les impôts notamment. Il développe enfin un quatrième point.
qu'est la dette, dont l'importance est centrale, surtout en Asie du Sud-Est, et qui découle des deux derniers types d'échanges. Suite à la présentation de ces quatre termes, il propose, pour décomposer la théorie du don de Mauss, afin de la rendre effective et applicable, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Suite à la présentation de ces quatre termes qu'il propose pour décompenser la théorie du don, il explique ensuite que le don peut créer de la hiérarchie et qu'il est en soi un outil, c'est-à-dire ni mauvais ni bon par nature, mais défini par son utilisation et son contexte. Je me permets de prendre l'exemple sur mon terrain. Si un jeune homme donne un surplus à la contribution matrimoniale ou au prix de la fiancée, pendant le mariage, cela va élever son statut social et lui apporter du prestige. Néanmoins, si le même jeune homme fait un don à son père spirituel lors d'une veillée, son prestige n'en sera pas augmenté, mais c'est bien celui du père spirituel qui sera augmenté. Il faut donc bien faire attention au fait qu'un concept, aussi bien défini soit-il, peut englober des paradoxes. Il faut donc toujours bien circonscrire son propos et ne pas se contenter d'utiliser les mots comme des évidences. Il développe ensuite, à l'aide des trois sociétés, des exemples de son propos, afin d'apporter une vision critique des travaux de Mauss dans le but de rendre ces concepts plus effectifs. Il va par exemple rappeler que le don peut élever donc ou rabaisser. Donner à un mendiant et donner à un roi n'est pas perçu de la même manière. Ainsi, le roi peut recevoir sans rendre, sans risquer de perdre du prestige, et même au contraire, cela va le grandir. Par contre, à statut égal, il est absolument nécessaire à minima de rendre pour ne rien perdre, voire d'ajouter pour gagner en prestige. Enfin, celui qu'on sait qu'il ne peut rendre ne peut que recevoir et conforter alors sa place d'inférieur. C'est de là que le don crée de la hiérarchie et où vient la renforcer. Il s'éloigne aussi des écrits classiques, par exemple de M. Claude Lévi-Strauss et de Litch notamment, pour ce qui est de l'échange généralisé des femmes en Asie du Sud-Est. En effet, ce qu'eux considèrent comme un don des femmes, vs un don des choses en Amérique, est erroné, car le non-paiement du prix de la fiancée entraîne une dette, qui, si elle n'est pas remboursée, entraîne un procès ou une vendetta. Tout cela est alors bien loin du concept de non-exigibilité du don, et même tout à fait contraire. Il montre alors dans ce chapitre comment l'Asie du Sud-Est est le monde de la dette, et que tout engagement non tenu peut amener à l'esclavage, et même comment beaucoup se réduisent donc avec l'esclavage, la servitude volontairement pour pouvoir prendre une femme. Testard finit en présentant le cas toujours aussi limite des aborigènes qui ne font ni don ni échange. En effet, en partant de l'exemple de la chasse, Testard montre comment les aborigènes australiens ne donnent pas le résultat de leur chasse, mais l'abandonnent car il n'y a rien à donner en fait. Le gibier ne leur appartient pas. C'est un gibier, on leur a donné. Je ne suis pas spécialiste, mais le gibier ne leur appartient pas et eux vont le céder, vont l'abandonner aux beaux-pères qui eux vont faire le partage. Partage qui est effectué selon les règles en vigueur. La parenté australienne à l'origine de cette situation est ensuite développée avec l'exemple de l'union sans échange, ni alliance, ni don en Australie encore. En effet, le système de parenté est saturant, c'est-à-dire que tout le monde est parent, et il est classificatoire, car chaque thème de parenté ne s'applique jamais à un seul individu, mais toujours à une classe. Père s'applique tant au père biologique qu'à tous ses frères et oncles paternels, et d'autres. L'important est de comprendre ce qui découle de ce système et que le mariage ne crée pas de parenté ni d'alliance, puisque les liens précèdent et succèdent l'individu. Ils n'y ajoutent ni n'enlèvent rien, tout comme ni les femmes ou les hommes ne donnent la vie, les femmes n'étant que des porteuses. Nous ne pouvons pas non plus parler ni de don des femmes ou des hommes, puisque comme le reste, tout ça est immobile. On prend une femme et un homme là où on doit le faire. Testard explique par la suite que l'homme peut même exiger sa femme, puisque le neveu a un droit sur la fille de l'oncle maternel, bien loin donc du don. Mais pas non plus un échange, mais un transfert du troisième type, du fait du lien de parenté, du respect de ce qui a été, et a toujours été, et qui sera toujours, aussi arbitraire cela soit-il. En conclusion et pour finir, Testard montre comment, avec les études des rituels et des systèmes d'interaction, nous pouvons étudier la société en elle-même. Cependant, il en souligne aussi la limite d'un tel fonctionnement et explique qu'il ne faut jamais prendre le problème que par un seul bout. Nous ne trouverons ni Dieu ni échange, ni don en Australie, cela ne veut pas dire que nous n'y trouvons pas de société. Le don est central chez les Indiens d'Amérique du Nord, ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des grands marchands, même si cela ne leur apporte effectivement aucun prestige. La religion, comme il le précise, ne met en exergue que le trait le plus significatif et donc limite la vision à l'essentiel. Il me semble important de souligner que je n'ai fait volontairement que présenter succinctement cet ouvrage. En effet, je souhaite avant tout donner envie de le lire en appuyant sur deux points trop souvent irréconciliables dans la littérature scientifique, c'est-à-dire densité et fluidité. C'est un ouvrage dense,
que l'on redécouvre à chaque lecture. Ces précisions sur le fonctionnement du sacrifice, mais aussi de la dette, se suffisent à eux-mêmes, sincèrement, et ne représentent pourtant qu'une infime part de cet ouvrage de référence. Mais sa facilité de lecture donne envie d'y revenir, sans jamais se lasser, et cela, je pense, c'est la plus grande force de cet ouvrage et d'Alain Testard, et aide à rendre l'esprit encore plus curieux. Je le répète une dernière fois, Testard fait une démonstration rare avec cet ouvrage, aussi dense en contenu que léger à lire, me rappelant l'ouvrage de Jean Boulbet, Pays d'Emma, Domaine des génies, de 1967, un ouvrage à lire et à relire donc sans modération.